Avant toute chose, je voudrais m'adresser au comité d'organisation de cette conférence, dont je salue la maestria avec laquelle cette activité arrive à se tenir en ces jours. Comme on dit, chapeau bas, félicitations à tous les membres impliqués du comité organisateur. Par la même occasion, je voudrais saluer d'où je suis toutes les participantes et tous les participants à cette rencontre scientifique. La communication dont je veux faire le résumé porte sur le pression migratoire, riposte institutionnelle des États postcoloniaux, analyse archéologique des politiques de libre circulation de personnes en Afrique centrale. Il est important de considérer qu'en cette heure de la mondialisation, en cette heure que nous vivons, deux phénomènes structurants ont joué un grand rôle. Le premier phénomène, c'est ce qu'on peut appeler le grand courant de la mondialisation, qui nous enserre tous, qui nous lie tous, qui fait bouger les choses et qui fait bouger les hommes. Alors, ce temps de compression de l'espace est aussi marqué par la migration. La migration est forte parce que, d'après les statistiques, plus de 10% des gens se retrouvent vivre en dehors de leur pays. Sans compter que, avant la Covid, le trafic faisait mouvoir plusieurs milliers de personnes. Alors, nous parlons de l'Afrique centrale, qui est notre région. Cette Afrique centrale est caractérisée, au-delà de la mondialisation, elle est caractérisée par une forte mobilité de personnes. Alors, pour faire l'économie de mon texte, je vais présenter ma communication en 4 points suivants. Le premier point va présenter le système migratoire en Afrique centrale. Le deuxième point va porter sur la communauté économique des États de l'Afrique centrale, de la quête du développement à la gouvernance migratoire. Et le troisième point va porter sur la migration en Afrique centrale, libre ou invisible circulation de population. Qu'en est-il du premier point sur le système migratoire? Lorsque on essaie d'analyser ces points liés au système migratoire, je vais insister sur 3 choses. 1. Quels sont les déterminants de migration ou de la migration dans cette région? Deuxième point, quelles sont les formes que prennent ces migrations? Le troisième point va concerner ce que je peux appeler la cartographie ou la configuration des espaces migratoires dans l'Afrique centrale. Alors, en ce qui concerne les déterminants, il faut reconnaître que 2 facteurs sont des variables explicatives de migration en Afrique centrale. Alors, le premier facteur, le premier déterminant, c'est un déterminant lié à la violence. L'Afrique centrale se caractérise par une grande prégnance des activités belligènes. En cela, lorsqu'il y a la violence, les populations en arrivent à se déplacer. Et en se déplaçant, il y a 2 formes de migration qui se déroulent, soit un déplacement à l'intérieur, il s'agit de déplacés internes, soit un déplacement qui va à l'externe. Là, il s'agit de réfugiés. Mais la deuxième variable qui entre dans les déterminants de migration en Afrique centrale, c'est une variable commerciale. Ce qui pousse les gens à se déplacer, est lié à des raisons commerciales. C'est-à-dire que les gens, femmes, hommes, même les handicapés, arrivent à se déplacer de manière à faire
bouger les marchandises, qu'ils achètent ici pour aller revendre ailleurs, ou qu'ils achètent ailleurs pour venir revendre ici. Alors, en fonction de ces deux déterminants, les formes de migration vont se manifester par la migration volontaire, dont le type idéal est celui qui conduit les gens à migrer pour des raisons commerciales, et la forme forcée qui conduit à la forme que j'appelle de personnes déplacées internes ou de réfugiés. Mais ce qui est important à noter, lorsque on analyse les systèmes migratoires en Afrique centrale, c'est ce que je peux appeler la cartographie, sinon la configuration des espaces migratoires. À ce sujet, il y a deux configurations qu'il faut considérer. Dans une première configuration, il y a trois espaces qui nous permettent d'analyser les types de migration. Alors, le premier espace, c'est l'espace de Grand Lac, dont on peut loger l'épicentre à l'est de la RDC. Alors, dans cet espace, il y a une forte mobilité de gens qui quittent un endroit vers un autre. Et vous voyez que cet espace ici nous renvoie vers l'est. Qu'est-ce qu'on trouve à l'est? Il y a l'océan Indien. Qu'est-ce qu'on trouve à l'est? Il y a la Tanzanie, où il y a un grand port, à partir duquel, à travers lequel circulent les marchandises que les gens achètent de l'Asie vers l'Afrique, ou des gens qui bougent aussi de l'Afrique vers le nouveau marché mondial de Dubaï, etc., etc. Alors, le deuxième espace, c'est l'espace du lac Tchad. Le lac Tchad, dans l'histoire, constituait un grand carrefour de peuples. Les nomades qui bougeaient, qui migraient. Et actuellement, avec la sécheresse, cet espace est objet de plusieurs mouvements. Et à cet aspect de catastrophe naturelle, il faut aussi considérer cet aspect du terrorisme ou de la violence qui fait que les gens bougent. Et là, vous voyez qu'avec le lac Tchad, on se rapproche du Nigeria où il y a le Boko Haram qui est en train de s'adonner à des activités de la violence. Enfin, le troisième espace, c'est l'espace du Katanga. Un espace d'où je parle. Dans cet espace ici, il faut reconnaître qu'il y a la présence des minéraux, mais il y a aussi la présence de cet activisme qui pousse les gens à s'intéresser à ce qu'on peut appeler l'espace de l'Afrique anglophone vers l'Afrique du Sud. Alors, ces trois espaces constituent une configuration à travers laquelle on peut comprendre la dynamique migratoire. Alors, à côté de cette première forme d'espace, je voudrais insister sur une deuxième configuration. Lorsqu'on analyse les différentes dynamiques migratoires en Afrique centrale, on constate que autour de certaines organisations internationales se crée une dynamique migratoire particulière. Alors, cette photographie nous renvoie à analyser ce qui se passe autour de la CEMAC. La CEMAC, c'est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Alors, entre les États membres de la CEMAC, qui ont aussi adopté les dispositifs de la libre circulation des personnes, on constate qu'il y a une forme de facilitation à la libre circulation. Alors, le deuxième espace lié aussi à une organisation internationale, c'est l'espace de la CPGL. La CPGL, c'est la communauté économique des pays de Grand Lac. Initialement, autour de trois pays, la RDC, le Rwanda et le Burundi, même si à un certain moment donné, dans sa trajectoire, la CPGL a connu une phase d'hibernation. Alors, autour de ces trois pays, il se crée ce que je peux appeler une culture et des pratiques migratoires. En ce qu'on facilite les populations riveraines à se déplacer sans trop de complications d'administration pour obtenir les documents de déplacement. Alors, le troisième espace, qui n'est pas tellement lié à une organisation internationale, je pense qu'on peut considérer ça comme l'espace que j'appelle des États excentriques. Alors, il y a trois États. Il s'agit du Gabon,
Il s'agit de l'Angola et de la Guinée équatoriale. Ce qui est important à noter, c'est qu'autour de ces trois pays, ce sont des pays où il y a des richesses minières. Le Gabon, il y a du pétrole. En Angola, le pétrole. En Guinée équatoriale aussi du pétrole. Alors ces pays ont adopté une politique des réserves, des restrictions pour empêcher la migration. Alors en ce qui concerne le deuxième point, sur la communauté économique, ce qui est important à noter, c'est que la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est d'abord intéressée aux problèmes du développement, mais par la suite, cette communauté a intégré ce que j'appelle le paradigme de la gouvernance migratoire. Et pour gérer toutes ces questions de la gouvernance migratoire, outre ce qui est contenu dans l'alinéa 2 de l'article 4, il y a l'annexe 7 du traité qui essaie de dégager une politique volontariste en matière de migration. Mais pour le moment, il y a plus ou moins 7 décisions qui ont été prises pour favoriser et réguler entre les États toutes les questions liées à la libre circulation de personnes. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on analyse tous ces dispositifs juridiques, on constate que ces dispositifs cherchent à saisir les activités formelles. C'est ainsi qu'on parle de la libre circulation des fonctionnaires, on parle de la libre circulation des étudiants, on parle de la libre circulation des agents, des chercheurs. Or, on oublie de considérer que la dynamique migratoire met en mouvement ceux qui vivent des activités informelles. Donc, ceux qui migrent, dans la plupart, participent au jeu de l'informel. Mais comme ils ne sont pas saisis dans les dispositifs juridiques qui règlent la question de la libre circulation de personnes dans cette région, il arrive ce que je peux appeler une circulation des gens invisibles. Qu'en est-il? Que faire? Que faire pour résoudre tous ces problèmes? Pour résoudre tous ces problèmes, il est important, que l'on soit vigilant pour mettre fin aux tracasseries des agents qui, dans le parcours migratoire, contrôlent jusqu'à tracasser les populations qui migrent. Alors, le deuxième problème est lié au manque des infrastructures de transport. Le troisième problème est lié à ce que je peux appeler la persistance des frontières. En Afrique, nous parlons trop de frontières. En Afrique, les frontières existent non pas comme lieu de passage, mais comme lieu de contrôle pour empêcher la libre circulation de personnes. Et enfin, le dernier problème dont il faut parler, c'est le manque de la cohérence des politiques et la difficile insertion de décisions communautaires au niveau national. Enfin, pour que la libre circulation de personnes soit une réalité en Afrique, je recommande quand même une réforme au niveau de l'enseignement supérieur. Alors, au niveau de l'enseignement supérieur, on peut intégrer des mécanismes qui peuvent faciliter la libre circulation des apprenants de manière que en Afrique, lorsqu'on est inscrit, en Afrique centrale, lorsqu'on est inscrit dans une université, on soit quand même capable de circuler pour aller faire des recherches ailleurs. Parce qu'en circulant, on se connaît. En se connaissant, on peut déjà être prêt pour la culture de la libre circulation. Enfin, je sollicite la création d'un observatoire de bonnes pratiques, de manière à renseigner le gouvernement, de manière à renseigner la société civile sur certaines pratiques qui peuvent encourager, sinon qui peuvent obstruer la libre circulation. J'ai dit, je vous remercie.